Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission littéraire sur mes coups de cœur lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur que j'apprécie énormément et il y a effectivement sur cette émission pas mal de chroniques parce que j'aime beaucoup et il y a un de ces ouvrages que je n'ai pas lu. Je vais me rattraper dans peu de temps, mais il s'agit de Guy Roger Duvert. Et je vais vous parler aujourd'hui des Chroniques occultes. Parce qu'en fait, le tome 3 vient de sortir, enfin, il y a très peu de temps. Il s'appelle L'ombre de Nyarlathotep. Pas facile à dire, mais... Et je vais introduire cette chronique sur le livre en lui-même. Il est beau. C'est toujours très agréable. Alors, c'est la version papier. Que je recommande d'ailleurs. Je recommande ce livre en version papier. Je ne sais pas du tout ce que vaut la version numérique parce que je ne l'ai pas vue. Mais la version papier est un petit bonheur artistique. Il y a d'abord la couverture qui nous invite à entrer dans cette aventure. Donc nous reconnaissons les 4 protagonistes dont nous avons fait la connaissance au fil du temps, dans les 2 derniers opus. Et puis on plonge, alors en arrière-plan, nous avons les monuments où ils vont se rendre et toute l'ambiance. C'est vrai que l'arrière-plan des personnages sur cette couverture nous donne immédiatement l'ambiance de l'aventure que nous allons vivre. Ce roman est aussi parsemé d'illustrations qui sont alors sur les premiers, j'avoue que quand j'ai commencé ma lecture, je me suis vraiment arrêtée sur l'un des premiers qui peut éventuellement être un croquis au crayon ou ouais, j'allais dire au fusain, mais dans ce cas-là, au fusain, il faudrait que ce soit très grand parce qu'il y a vraiment des détails précis. Et c'est vrai que ce croquis est vraiment très très beau et bien sûr, il reflète l'histoire. Donc ça représente la créature qui se rencontre dans cette aventure, mais dans l'illustration, c'est assez exceptionnel. Alors on a cette créature et en arrière-plan, je vais dire hiéroglyphes sont vraiment, c'est joli à regarder, même s'ils n'ont aucune signification, parce que ne connaissant pas ce type d'écriture, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est d'une finesse. C'est vrai que je me suis arrêtée sur les illustrations et je suis revenue d'ailleurs ensuite sur ces illustrations. Alors, ce n'est pas écrit en très gros, mais c'est quand même indiqué que les illustrations intérieures sont fournies par Guy Roger Duvert. Il me semble avoir évoqué lors d'une chronique que c'est vrai que s'il dessinait aussi, ce serait un artiste complet. Ben voilà. Voilà qui est fait. Parce que l'écriture est toujours très fluide. C'est quelqu'un qui a une écriture qui vous embarque. Et
Bon, il écrit dans pas mal de styles, hein, puisque bon là on revient sur des aventures du style épopée du cinéma des années 80, mais il écrit aussi de la science-fiction. Il a écrit énormément aussi sur ce que pourrait être notre avenir technologique. C'est très très complet déjà. Et puis, n'oublions pas qu'il est avant tout musicien. Et personnellement, je lis... Alors, ce sera indiqué, si vous allez ensuite... les chroniques en général sont publiées le lundi, et si vous vous rendez sur l'article du blog, vous avez un... Je mets en fin d'article la musique qui m'a accompagnée pendant ma lecture. Alors, je ne suis pas dérangée par le fait d'écouter quelque chose en boucle. Ça met une ambiance, et j'écoute bien sûr la musique de Guy Roger Duvert, puisque je crois que c'est avant tout un musicien. Et je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est vrai que son écriture est aussi mélodieuse que la musique. Alors, je la mets pas en fond de podcast parce que je respecte les droits d'auteur, mais par contre, vous pouvez aller... vous l'avez sur toutes les plateformes d'écoute, vous avez des extraits, et donc rien ne vous empêche de faire connaissance avec cette musique que personnellement j'aime beaucoup. Hein. Ça, on l'a peut-être compris. L'introduction est... Enfin, la citation de la première page m'a beaucoup plu. Une fois que vous aurez senti la poussière de l'Inde, vous ne vous en libérerez jamais. C'est très vrai. C'est un pays magique en lui-même. Et vous l'aurez compris, ce troisième opus va donc nous embarquer dans les Indes britanniques en 1934. C'est le prologue. Le prologue résume très bien, d'une façon mais presque mathématique. Hein. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment là encore c'est très précis, c'est très méticuleux. On sent autant on pourrait considérer l'art comme quelque chose de complètement de quelque chose qui voilà qui n'est pas fixé, qui n'est pas... On voit un peu les musiciens, les artistes en général comme des saltimbanques. Et là, quand on lit le prologue, on a vraiment... Enfin, moi, j'ai retrouvé tout de suite l'histoire du premier et du deuxième opus. Donc, en fin de compte, le prologue vous fait revivre tout de suite ce que vous avez lu auparavant. C'est une bonne idée parce que y a un peu de temps qui s'est écoulé, et c'est vrai que j'ai bien apprécié. Ça m'a permis, personnellement, je me suis remis vraiment tout de suite dans cette histoire. Cependant, si vous n'avez pas lu les deux premiers, ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé avant, mais le fil conducteur reste, et personnellement je vous conseille toujours de commencer par le premier opus, parce que même si vous avez un résumé très concis, il vous manquera quelque chose. Quand les personnages se rencontrent, quand il se passe beaucoup de choses qui les amènent là, et
Et ça a vraiment son importance, et je suppose pour la suite aussi d'ailleurs, parce que l'auteur nous invite ici dans les Indes britanniques, et c'est un voyage qui est temporel, puisqu'on revient en 1934. C'est vrai que les années 30 sont assez particulières, et puis on se retrouve dans le paysage des Indes, oui, mais pas tel qu'on peut le voir aujourd'hui. C'est vraiment les Indes sous l'Empire britannique, et nos protagonistes partent enquêter sur l'origine de faits étranges qui s'étaient déroulés dans le volume précédent à Arkham. Et c'est vrai qu'on se demande, enfin à la fin du deuxième, on se demande ce que Louis Cairnsby avait pu découvrir lors de son expédition. Je ne vais pas spoiler, au cas où. Mais c'est vrai que c'était la question qui reste posée, et qui est le point de départ de ce roman, puisque nos protagonistes vont aller partir sur les traces de l'expédition. Mais au niveau de l'ambiance des Indes britanniques, c'est vrai qu'on y est, on s'y croirait. Hein. Le début présente aussi la situation, puisqu'ils vont c'est la Miskatonic qui finance ce déplacement, mais Milton, que ce soit Kristen, que ce soit Lillian ou Howard, ça leur fait quand même un petit bout de chemin. Et ils vont pas partir seuls. En fin de compte, ils vont retrouver aussi ceux qui faisaient partie de l'expédition pour retenter une aventure avec eux. Et pour ça, vous allez voir, on fait deux équipes. J'ai remarqué que l'auteur aime beaucoup faire des équipes. C'est dans un autre, dans une autre saga, il y a aussi cette histoire de deux équipes. Et si vous lisez Guy Roger Duvert, je suis sûre que vous ferez aussi le parallèle. Alors, ça s'appelle les Chroniques occultes. Donc, tout est dit là. C'est vrai que le regard occultiste se fait cosmique. Et l'auteur n'hésite pas à parler de l'occulte en général comme d'un autre monde qui serait parallèle au monde visible, ou comme une dimension cachée. Le plan obscur, la dimension un peu inquiétante du monde visible. Et les Indes m'ont semblé très... C'est symbolique parce que tout ce qui a été retrouvé aux Indes, enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, laisse penser que l'histoire de cette terre remonte au-delà même du déluge, alors que le déluge marque théoriquement le début du temps humain. Donc c'est vrai que dans ces chroniques, on plonge dans l'occultisme et c'est assez impressionnant. Bon, moi j'ai appris énormément de choses. Même si je retrouve les personnages qui sont des repères pour moi, je fais la connaissance des nouveaux, et donc dans cette ambiance très, très britannique, vraiment très... Le thé c'est sacré à 17h, dans l'expression qu'ils ont, tout est vraiment... On est plongé dans ce voyage autant temporel que touristique.
parce qu'effectivement, on va aussi, le lecteur va traverser des villes dont les noms sont connus, mais qu'on n'a pas forcément visité. Et c'est très 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 intéressant de voir que l'inspiration hommage à Lovecraft reste quand même présente dans ce texte. Mais Guy Roger Duvert nous invite à découvrir cet univers. Si le lecteur est curieux, autant dans le voyage temporel que dans le voyage touristique, entre guillemets, que dans le voyage occulte, on a envie d'en savoir plus sur cette inspiration, sur cet hommage. C'est aussi une participation à tout ce qui a été écrit depuis. Et je trouve que ce roman vient vraiment enrichir le mythe de Cthulhu, qui est un mythe qui a été vraiment développé au départ par Lovecraft, mais ce mythe s'est extrêmement développé parce que ce sont d'autres auteurs qui ont été inspirés et qui ont fait finalement de cette histoire, hein, c'est un poème au départ, qui a développé vraiment un mythe à partir de l'œuvre de Lovecraft. Et là, pour moi, Guy Roger Duvert apporte sa pierre à l'édifice et il nous y invite. C'est donc très très impressionnant. Nous allons explorer de multiples légendes, hein, parce que ces légendes font vivre ces personnages. Donc, dans les chroniques occultes, par exemple, Kristen a été touchée par un savoir qui la dépasse. Alors, paradoxalement, ça la protège, alors que les croyances occultes, elles sont vues comme impies. La question d'ailleurs qui se pose au sujet de Louis Kernsby, c'est Nyarlathotep a-t-il dispensé un savoir impie à Louis Kernsby? On a le paradoxe entre quelque part le bien et le mal. Parce que Kristen est une alliée, dans ce petit groupe de 4, est une alliée très, très importante. Elle, de par ses connaissances, parce qu'elle a beaucoup le nez dans les bouquins, et de par ce qu'elle a découvert justement dans le premier opus. C'est pour ça que je vous conseille vivement de commencer par le tome 1 de ces chroniques occultes, parce que c'est là que tout le personnage de Kristen se construit. Alors, comme je l'ai dit, c'est bien sûr la Miskatonic qui finance le voyage de Milton, de Kristen, Lillian et Howard. Le but est de mettre fin à une menace. Voilà. Tandis que, d'un autre côté, certains personnages, dont un en particulier, est en quête de pouvoir. Dans ces civilisations anciennes qui nous fascinent, le premier opus nous avait embarqué dans les pyramides, et ça c'est un mystère qui, c'est vrai que comme les Templinka, c'est la voie ouverte à je crois tout ce qu'on peut imaginer, parce que comme on
on n'arrive pas à mettre la main sur cette connaissance, enfin, ou surtout sur la façon dont ça a été construit, la façon dont ça a été placé. Et c'est vrai que il y a pas mal d'incompréhensions qui font que dans l'hindouisme, Kali constitue normalement une déesse adulée par les hindous, qui, bon, elle a une apparence étrange, elle a une apparence terrifiante, elle symbolise la préservation, la transformation et la destruction. Mais ceux qui la vénèrent sont libérés de la peur, ils sont libérés de la peur de la destruction, ils sont libérés aussi de la jalousie, ils sont libérés de la passion. Et dans cet opus, justement, on va revenir à cette croyance dans tout le surnaturel et dans l'occultisme. Il y a quand même la question des religions et du pouvoir, parce que on y retrouve la secte des thugs, mais si je vous parle de la secte des thugs, on l'a déjà rencontré dans Le Temple maudit d'un célèbre film sorti en 1984, que je ne citerai pas. Là, ici, d'ailleurs ce film était sorti fin 84, je crois, et l'action ici se déroule en 1935, donc on est dans le même... on est dans la même époque, et une époque d'ailleurs troublée par la montée du nazisme, ça c'est historique, mais les croyances des thugs, c'était quand même un étrange mélange, parce que l'assassinat était en vue d'un profit, mais c'était aussi un devoir religieux, et c'était considéré comme une profession sainte et honorable. C'est leur croyance, est-ce qu'ils en ont tiré un pouvoir particulier ou pas? Moi je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est dans les religions monothéistes qu'on retrouve surtout le terme impie déjà, et l'occultisme comme dangereux. Aujourd'hui encore, quand on regarde, enfin quand on lit les publications, bon, en France c'est le catholicisme, mais il y en a d'autres. C'est vrai que l'occulte est montré comme une secte qui est dangereuse. J'ai toujours demandé pourquoi, et je me demande aussi si c'est pas juste parce que ce ne sont pas ces religions-là qui les ont créées, et que peut-être que eux aussi en ont peur d'être dépassés, qui sait. Ou peur de perdre justement leur pouvoir, puisque quoi qu'on en dise, les religions ont un pouvoir. Et là, on parle d'occulte, et donc aussi de pouvoir. Mais dans ce pouvoir, on parle automatiquement de religion. Même si l'auteur ne le présente pas du tout comme ça, à partir du moment où c'est vrai qu'on retrouve les thugs, on revient dans le temple de Kali, et alors ce n'est pas pour rien, évidemment, dans l'histoire des chroniques occultes, on parle très fréquemment des grands anciens, et les grands anciens sont présentés aussi comme des créatures tentaculaires. Ce sont celles que vous retrouverez d'ailleurs dans les magnifiques illustrations de l'auteur. Et mais qui vous donneront peut-être à réfléchir. Si on s'en tient
uniquement à une lecture. Voilà, hein. On l'ouvre, on le lit du début à la fin, on a passé un bon moment. Alors, c'est une lecture qui... j'ai pas vu passer les presque 400 pages. J'ai trouvé que ça se lisait trop vite. J'ai vécu une aventure fabuleuse, vraiment. J'ai découvert les Indes d'une autre façon. J'y étais pas, évidemment, hein, sous l'Empire britannique. Je suis trop jeune pour ça, mais c'est vrai que ça m'a poussé à retourner lire Lovecraft, par exemple. Comme quoi. Mais on a une enquête qui tient et qui est très très bien menée du début à la fin, avec, comme d'habitude, ça, mais je commence à avoir l'habitude aussi, même si c'est un peu agaçant, un épilogue qui nous embarque sur ce qui va se passer bientôt. Et finalement, comme on ne sait pas quand le tome 4 va sortir, on reste un peu, encore une fois, sur des questions. Et c'est l'art de la question. Mais c'est vraiment une enquête qui est fabuleuse, qui embarque. C'est quand même une lecture très addictive. C'est un environnement qui est addictif. C'est... il y a de la magie, c'est parfois sombre, parfois très léger. On passe d'un univers à un autre entre la boue qui entoure le temple où ils vont dans leur expédition, qui est quand même qui n'est pas de tout repos. Quand on revient dans les villes toutes proprettes, c'est vrai qu'il y a quand même un énorme écart, que c'est presque surprenant. Il y a donc, je vous le dévoile, 2 expéditions en réalité. Nos 4 héros sont divisés en 2 groupes pour remplir leur mission. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? C'est justement c'est la question. Et je vous laisse y répondre vous-même en vous offrant la lecture de l'ombre de Nyarlathotep, qui n'est pas n'importe qui lui non plus. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai tendance ensuite à m'emballer et à spoiler. Je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à la prochaine.